va commencer. Il y a un intervenant qui va nous retrouver dans 5 minutes. Donc, merci à tous d'être présents pour cette table ronde qui est organisée par Odyssée Environnement sur la thématique l'eau et l'industrie, les nouvelles urgences. L'eau est au cœur d'enjeux, d'actualité aussi. Et l'objectif de cette table ronde, c'était de pouvoir rassembler à la fois un acteur du traitement de l'eau industrielle Odyssée Environnement, avec un retour aussi d'expérience de la part de Sodexo, et puis de faire intervenir des experts autour de ces nouveaux enjeux et ces nouvelles urgences. Donc je vais présenter les gens qui se trouvent autour de la table. Donc Christophe Abeg, qui est directeur des affaires chez Sodexo, partenaire d'Odyssée Environnement. Donc Jérôme Mougel, qui est le directeur général d'Odyssée Environnement, et Frédéric Danlez, qui est alors plusieurs casquettes: écrivain, journaliste, écologue, conférencier, et c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Donc Frédéric, je vais vous laisser la parole pour commencer. L'objectif, c'est de revenir un peu sur dans quel contexte aujourd'hui l'eau est une ressource qui est en danger aujourd'hui, on le sait, et de nous refaire un petit contexte, notamment par rapport à cette relation que l'industrie et l'eau ont. Bonjour à tous. Alors effectivement, l'eau, on semble avoir redécouvert à l'occasion de la sécheresse et des incendies de forêt cet été. La France s'est découvert comme un pays du Sud, un pays du tiers-monde, comme le Maroc qui connaît ça depuis 30 ans, s'est redécouvert avec l'idée que on n'est peut-être pas si riche que ça en eau, on est peut-être un pays béni des dieux parce que l'eau tombe tout le temps, parce qu'on est sous un climat tempéré, parce qu'on a une multitude de sols, de paysages, de situations. En plus, on a les agences de l'eau qui, depuis 1954, gèrent correctement la ressource, et pourtant, des villes comme Chartres, par exemple, cet été, ont failli être alimentées en eau potable par des camions-citernes et des bouteilles d'eau minérale. Et pourtant, des villes comme Guéret, dans la Creuse, ont été alimentées par ce moyen. Et pourtant, en Occitanie, les céréaliculteurs du Lauragais ont failli, et ça s'est joué à une décision de la préfète, ne plus pouvoir bénéficier de la moindre goutte d'eau d'irrigation parce qu'il n'y en avait plus, avec les conséquences que ça aurait eu derrière. Et pourtant, chez moi dans le Nord, la ville de Dunkerque, la ville de Lille, la ville de Lens, la ville de Douai ont redécouvert le fait que leur alimentation en eau potable ne dépend que de la bonne volonté du Pas-de-Calais via des gros tuyaux, et celle à côté de chez mon père dans l'Avesnois, d'un gros tuyau de 200 km et 800 mm de diamètre qui alimente Dunkerque en eau potable. Pourquoi ? Parce que ces 4 villes industrielles, Dunkerque, Lille, Lens et Douai, ne bénéficient d'aucune nappe et donc sont alimentées par l'extérieur. Et donc vous avez des élus aujourd'hui qui redécouvrent l'eau tiède, ce que pourtant plein de techniciens, d'ingénieurs, d'environnementalistes leur disent: attention, vous ne dépendez que de la bonne volonté de la société de répartir correctement l'eau. Et tout ça fait très peur à tout le monde, d'autant plus que l'eau, dans le contexte du changement climatique, est devenue plus imprévisible, beaucoup plus variable qu'avant. Là où il pleut plus. Là où il pleut pas beaucoup, il pleut moins. Il pleut beaucoup plus quand on n'en a pas franchement besoin en hiver. Il pleut beaucoup moins quand on en a pas franchement besoin, quand on en a encore plus besoin en été. Et en été se pose la question de la répartition de la ressource, de l'allocation de la ressource, ce qui met un peu à mal l'inertie de nos systèmes administratifs, et ce qui rend la ressource encore plus rare, donc encore plus chère. Pourtant, on a fait des progrès. Si on regarde les chiffres, on consomme à peu près 20 à 25% de moins qu'il y a 20 ans. Nous, Français, c'est 155 litres par habitant et par an. Aux États-Unis, c'est 350. Au Qatar, c'est des chiffres astronomiques. C'est 700 à 800 litres, pas par an, par jour. Par jour, en comptant tous les usages. L'industrie, finalement, c'est rien du tout. L'industrie, c'est 8% des prélèvements. Alors, je précise une chose, on associe assez vite, tout dépend de la lecture que l'on fait de l'eau. Par exemple, quand on parle de l'irrigation, on dit que 45% de l'eau en France est utilisée pour l'irrigation. Non, c'est 45% de l'eau prélevée par l'agriculture pour l'irrigation qui ne représente que 9%. L'eau prélevée, c'est-à-dire prise dans le milieu par l'industrie, c'est 8%, mais la majeure partie retourne dans le milieu naturel. Et l'industrie
c'est sans doute le secteur qui a fait le plus de progrès. J'ai regardé 30 à 35% de moins d'eau prélevée depuis 20 ans. Alors, il y a deux raisons. Un, la désindustrialisation. Quand on délocalise, forcément, on limite les usages de l'eau. Et puis, deuxièmement, il y a, moi, ce que j'ai appris en fac quand j'étais en ingénierie de l'environnement, apprendre à utiliser au maximum la ressource de façon la plus rentable possible. Et ce que j'ai vu, par exemple, cette année, où alors j'ai créé avec les agences de l'eau et écrit un programme court qui s'appelle En immersion, 23 problèmes, 23 personnes, 23 solutions. Ça a été diffusé après le JT de France 2 tout l'été. Petite information d'ailleurs, comme quoi le sujet intéresse, c'est le plus gros succès sur les programmes courts depuis que ça existe. Non pas parce que c'est moi, mais parce que le sujet intéresse. Et j'ai envoyé 2 équipes dans 2 usines, notamment 3 usines. Une, c'était près de chez vous. Une à Carquefou, c'est Guerbet. Que je me trompe pas. Non, c'est France Galva. Une autre équipe, j'ai envoyé tourner chez Guerbet à Lanester. C'est des systèmes de recyclage d'eau pour récupérer du côté de France Galva le zin qui était entraîné par les eaux pluviales sur les stocks de produits donc stockés à l'extérieur. Et puis chez Guerbet, une utilisation. Guerbet, c'est intéressant. Guerbet utilisait 160 000 m3 pour son usine d'eau potable. Ce qui lui semblait stupide vu le coût de la potabilisation. Donc aujourd'hui, il réutilise 2/3 de leur eau en recyclage permanent. Voilà. Il y aura une obligation de toute façon pour réutiliser au maximum les eaux, alors qu'avant c'était mal vu, mal vécu, malvenu. Dans notre pays hygiéniste, réutiliser les eaux était soumis à des contraintes réglementaires, et donc on redécouvre encore l'eau tiède, et vous avez un Veolia qui ne parle plus que de réutilisation et on appelle ça le reuse ou le reuse. Voilà. En tout état de cause. Je vous donne juste un exemple là. Ça vient d'être remis par l'ANEB, l'Association nationale des élus de bassin. L'eau est gérée par des bassins versants, et ces bassins versants sont gérés par des élus, voilà, par des élus de la République. Et à lire ce doc, même avec les termes politiques, les circonvolutions, il est sérieusement temps de s'inquiéter, non plus seulement de la qualité de l'eau, mais de la quantité d'eau, encore une fois, en été, et tout le monde devrait être convoqué pour éviter d'avoir à faire des choix difficiles. Et une entreprise comme la vôtre, moi, ça m'intéresse, et c'est pour ça que je suis là, parce que c'est une solution, j'allais dire, simple. Vous savez, ça fait partie de ces idées qui, une fois qu'elle est mise en œuvre, on se dit, oui, c'est évident. C'est l'évidence des solutions. Et on va voir ça maintenant. Eh bien, justement, on va voir ça avec Jérôme Mougel, qui est donc directeur général d'Odyssée Environnement. Alors, chez Odyssée Environnement, on parle de performance éthique de l'eau. Votre métier, c'est de traiter cette eau industrielle. Est-ce qu'on peut... qu'est-ce que ça veut dire, justement, cette performance éthique de l'eau? Et qu'est-ce que vous faites concrètement chez Odyssée Environnement? Alors, bonjour à tous. L'utilisation de l'eau dans l'industrie, alors sans eau, il n'y a pas d'industrie. Et en même temps, dans toute industrie, il faut de l'eau. Et en même temps, les industriels s'évertuent à économiser de l'eau et à la polluer le moins possible. Et donc, Odyssée invente des solutions pour justement permettre à l'eau d'être la plus performante possible dans l'industrie. La plus performante, c'est-à-dire la moins polluante, qu'elle soit utilisable facilement dans l'industrie. Donc, notre métier qui est un peu compliqué quand même, c'est d'utiliser de l'eau dans l'industrie, et l'eau a des caractéristiques intrinsèques qui ne sont pas si simples que ça. L'eau est entartrante. Alors, l'entartrage, c'est quand vous faites bouillir votre eau dans votre bouilloire le matin, vous avez du calcaire qui se dépose. Dans l'industrie, c'est pas très très bon, parce qu'un millimètre de calcaire vous réduit la performance de transfert énergétique de 7%. Deuxième chose, vous avez de la corrosion. Alors la corrosion, quand vous mettez un clou dans de l'eau, le clou rouille. Donc dans l'industrie, c'est pas très très bon non plus. Je crois qu'au niveau mondial, on perd 5 tonnes d'acier par seconde dû à la corrosion. Donc c'est un problème crucial dans l'industrie. Et en même temps, on utilise de l'eau dans l'industrie. Le métier d'Odyssée Environnement, c'est d'inventer des solutions performantes qui vont permettre justement cette utilisation de l'eau de la manière la plus éthique possible, c'est-à-dire la moins polluante et la plus efficiente possible. Et qu'est-ce que ce travail d'éthique? Alors, on en reparlera avec Fabrice quand il va arriver, mais il y a un énorme travail de recherche chez vous et d'innovation chez Odyssée Environnement.
Donc, comment est-ce que vous travaillez justement pour faire que cette eau industrielle soit la moins polluante possible et aussi la plus performante pour les entreprises, parce qu'il y a une histoire de coût économique dont vous parliez tout à l'heure. Oui, alors on est présent en France, on est présent dans 30 pays dans le monde, on est 80 en France, on est une vingtaine de collaborateurs qui sont dans le monde et puis d'autres partenaires partout dans le monde et en Europe. Ce que l'on souhaite, c'est donc on a un fort investissement en recherche et développement. On investit 6 à 7% de notre chiffre d'affaires dans la recherche et développement sur des produits novateurs, des produits qui vont nous permettre d'améliorer cette performance. Alors la performance, on met dans un grand sac performance, mais il y a plusieurs performances. Il y a la performance, on en parlera tout à l'heure, pourquoi on est là aujourd'hui, c'est la performance environnementale. Quel produit je vais mettre pour éviter l'entartrage de mes installations avec un produit qui va être le moins impactant pour la planète. Du vinaigre. On a de soude. Alors oui, moi, je fais ça chez moi. Tout à fait. Le problème du vinaigre, c'est un produit. Alors le vinaigre vous permet de détartrer une installation. Notre produit permet de prévenir le tartre. Alors c'est un peu une subtilité qui a son importance, c'est-à-dire qu'on ne veut pas surtout entartrer votre installation. Alors si elle est entartrée, bien sûr, on la détartre. Mais le but dans l'industrie, c'est d'avoir toujours une installation non entartrée et non corrodée. Et aussi avec la plus faible problématique de développement de micro-organismes, on connaît les légionelles, etc. Donc notre action se pose là-dessus, se pose également sur les effets utiles de notre produit ou de nos produits. Les produits de traitement des eaux permettent, dans certains cas, de faire des économies d'eau, de faire des économies d'énergie, de faire des économies de CO2, également d'avoir des produits les plus sympathiques à utiliser, donc des produits qui ne soient pas cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques, c'est bien quand même. Donc toutes ces performances-là sont en permanence recherchées par notre service recherche et développement qui permettent de développer de nouvelles solutions intéressantes. Mais juste un mot, quand j'ai fait une recherche sur vous, alors moi j'aime bien les sujets que je ne connais pas. C'est ce qui m'intéresse dans ce métier. Et le tartre, pour moi, alors qu'est-ce que c'est que le tartre ? Et donc j'ai fouillé, j'ai vu des photos, des rapports. En fait, c'est invraisemblable. Ce que le tartre peut flinguer de tuyaux en un rien de temps, et ce que ça occasionne derrière en débit supplémentaire, en volume d'eau supplémentaire, et donc en utilisation supplémentaire de réactifs. Je ne savais pas que c'était et donc je suis content, j'ai appris quelque chose, que c'était un aussi grand problème dans les process industriels. Le tartre, puis vous citez la légionelle. Pourquoi ? Parce qu'elle pousse sur le calcaire, sur le tartre, la bactérie ? Oui, plus vous avez d'entartrage, plus vous avez de corrosion, plus vous avez un terreau favorable au développement de la légionelle. Donc en théorie, si vous n'avez pas de tartre, pas de corrosion et pas de biofilm, vous n'avez que très peu de chances, je pèse mes mots, que très peu de chances d'avoir de la légionelle dans une installation. Oui, la légionelle, c'est pas terrible. Et d'ailleurs, la légionelle était apparue suite à la contamination d'air conditionné, je crois. Lors d'une réunion de vétérans de la Légion, je ne sais plus quoi, aux États-Unis. Bon, enfin bref, je fais mon malin. D'où le nom. Peut-être qu'on peut revenir justement sur ce chiffre, parce que sur le 1 mm d'antitartre provoque 7% de... C'est ça, hein, 1 mm de tartre, c'est 7,5% de consommation d'énergie en plus. Est-ce qu'on peut revenir sur cette explication de cause Oui, alors le tartre crée une barrière protectrice isolante sur les échangeurs et diminue le transfert thermique entre l'eau et la source chaude ou froide. Juste pour vous donner un exemple de l'utilisation du produit, parce que c'est un peu difficile aussi à conceptualiser ça. Dans une piscine olympique, on met 10 litres d'un produit anti-tartre, mais en particulier de l'Audilife, mais on en reviendra peut-être tout à l'heure. Ça évite l'eau d'être entartrante. Donc le pouvoir de ce produit qui permet au calcaire de ne pas se déposer. Alors c'est très intéressant, et Odyssée Environnement se dit plutôt, alors on parle beaucoup de reuse actuellement, tu en as parlé, on se dit vaut mieux prévenir que guérir, c'est-à-dire que vaut mieux, on pense qu'il vaut mieux agir en amont sur le traitement des eaux
avoir la plus faible consommation possible sur une installation avec le produit le plus vertueux possible. Comme ça, on économise beaucoup d'eau. Et le rejet que l'on a, parce que l'industrie a toujours des rejets, le rejet sera le plus vertueux possible, sera le moins pollué possible avec un produit qui est totalement biodégradable. Mais sur les zones non calcaires comme chez vous, il y a quand même ce problème de tartre. Alors dans l'eau, c'est ce qui fait notre métier. L'eau est soit entartrante, soit corrosive. Alors si elle n'est pas entartrante, elle a de fortes probabilités d'être corrosive. Des fois, les deux à la fois. Mais moi, j'habite dans les Vosges où le sol est granitique, comme en Bretagne. C'est plutôt très, très corrosif. Et là, on travaille beaucoup avec des produits qui sont des produits filmogènes. On a une très grosse expérience dans ces produits-là. C'est des produits qui vous permettent de protéger les installations et d'éviter la corrosion sur les installations. Encore une fois, avec des produits qui sont biodégradables, qui traitent les surfaces et pas le volume. C'est-à-dire que quand vous repeignez une salle, c'est mieux de repeindre les murs plutôt que de remplir la salle en peinture. C'est intéressant d'avoir des produits filmogènes qui vont juste se déposer sur l'interface au métal et qui vont vous permettre déjà de moins utiliser de produits. On en reparlera aussi sûrement tout à l'heure. C'est d'éviter, ce que l'on souhaite, c'est d'éviter d'utiliser le maximum de produits chimiques. Il en faut des produits chimiques, des chimies vertes, des chimies un peu moins vertes. Mais le but, c'est d'utiliser le moins de produits, le mieux les produits, et justement de les utiliser avec une performance maximum. Et on revient à chaque fois sur la performance de l'utilisation, le moins possible, qui vous permet d'économiser de l'eau, le moins impactant, et puis qui vous fait économiser de l'énergie, du CO2, etc. Et aujourd'hui, on peut parler d'une empreinte eau des industries. On parle beaucoup d'empreinte carbone des industries. On parle un peu moins de cette empreinte eau. Est-ce que c'est un sujet qu'il faudrait... est-ce qu'on peut le quantifier? Est-ce qu'il y a des entreprises avec lesquelles vous travaillez qui l'ont déjà quantifié déjà? Oui, alors Frédéric le disait, maintenant de gré ou de force, les entreprises sont aussi contraintes à économiser de l'énergie, à économiser de l'eau. Et donc, il y a bien une empreinte eau. De plus en plus, les agences de l'eau restreignent les industriels à utiliser une certaine quantité d'eau. J'ai un exemple, une société qui voulait doubler sa surface de production. Il fabriquait des brioches. Il voulait doubler sa production de brioches parce que ça marchait bien. Donc l'agence de l'eau lui a dit très bien, mais vous allez produire le double de brioches, mais avec la même quantité d'eau. Donc là, le prix de l'eau qui est une moyenne, j'ai toujours 3 €, mais c'est peut-être un peu plus ou un peu moins. 4 € le mètre cube. 4 € le mètre cube. Le prix de l'eau là, donc l'eau qui ne devait plus utiliser n'avait plus 4 € de valeur, si vous voulez. Parce que l'industriel était obligé de beaucoup investir pour justement permettre de réduire sa consommation d'eau, réduire sa pollution, réduire son utilisation de l'eau. Donc l'empreinte eau prend une toute nouvelle dimension avec maintenant la restriction d'eau qui est partout en France. Alors ça, on sait le faire. On sait faire une empreinte carbone. Enfin, tout dépend d'où on met les curseurs. Un indicateur carbone, on lui fait dire ce qu'on veut. L'empreinte matière, on sait la faire. C'est-à-dire pour un téléphone portable qui fait 300 grammes, il y a 6 kilos de matière 60 kilos de matière qui ont été mises en œuvre à partir d'une carrière, d'une mine d'exploitation. Un jean, par exemple, produit en Inde, dans son cycle complet, c'est 11 mètres cubes d'eau. Un jean. Un seul jean. Donc oui, on est capable de le faire, et il y a de plus en plus d'entreprises qui essayent de trouver, c'est toujours la quête du Saint Graal de l'indicateur qui veut tout dire, comme le CO2 dit tout a priori sur le climat. Beaucoup d'entreprises, parmi les plus grands, je pense à LVMH, parce que j'ai travaillé avec eux là-dessus, travaillent sur des indicateurs biodiversité, des indicateurs matière et un indicateur eau. Dont tout le monde devrait s'imprégner à un moment ou à un autre, parce qu'il dit assez bien les choses, notre mode de vie tel qu'il est. Quand on irrigue, je reprends l'exemple de Chartres, si Chartres a failli être précipité dans une crise grave de l'eau, c'est à cause, c'est pas moi qui le dis, c'est les agriculteurs eux-mêmes, de 5 irrigants qui se sont fichus complètement des arrêtés de prélèvement préfectoraux. Et tout ça pour une agriculture d'exportation. Donc de l'eau a été prise aux citoyens qui voulaient juste la boire pour l'exporter sous forme de maïs et autres à l'extérieur de la France. Donc ça, il arrive un moment quand la ressource devient difficile,
cette exportation, cette eau cachée devient insupportable. Et quand l'exemple que vous citez de l'agence de l'eau, c'est intéressant parce que compte tenu des coûts, parce que de l'eau c'est de l'énergie en fait. Les agriculteurs irrigants en Occitanie dont je vous parlais tout à l'heure, leur facture d'eau, leur facture d'électricité a triplé. Donc pour irriguer leurs champs, ça leur coûtait 3 fois plus cher que l'an dernier. L'eau, c'est de l'énergie. Et pour une commune, aujourd'hui, il y a de plus en plus d'élus là, qui sont dans le livre bleu qui disent nous, avant, on signait des autorisations d'extension d'usines, d'installation de ZAC, parce qu'il fallait récupérer des impôts fonciers, parce que c'est notre seule ressource, finalement, financière. Mais aujourd'hui, on demande à ce que les PLU, les plans locaux d'urbanisme, les PLUI, soient adossés sur les quantités d'eau disponibles et le juste dimensionnement des centres d'épuration, des stations d'épuration, compte tenu des revenus d'aujourd'hui et de demain de la commune. Ce qui veut dire que demain, des projets économiques qui n'économisent pas l'eau, des projets économiques qui seraient susceptibles d'occasionner une dépense publique trop importante ne verront plus le jour. Et ça, c'est une demande des élus, dont pourtant les ressources dépendent de l'installation d'acteurs économiques. Donc oui, calculer l'empreinte eau dans un avenir très proche, ça va devenir évident dans le monde de l'entreprise. Et justement pour calculer, pour agir directement sur cette empreinte eau, chez Odyssée Environnement, vous avez innové avec OdyLife. Donc je ne sais pas si Fabrice, qui vient d'arriver, peut venir nous rejoindre pour nous parler de cette innovation qui est unique au monde aujourd'hui. Donc Fabrice, je sais, qui est le directeur de l'innovation chez Odyssée Environnement. Oui, excusez-moi pour mon retard. Donc Fabrice, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette innovation majeure pour le traitement de l'eau industrielle ? Voilà, donc il y a quelques années, dans les années 2000, j'ai été contacté par une personne qui souhaitait tester un inhibiteur d'entartrage sur l'idée que ça marchait sur les calculs rénaux selon sa grand-mère. Voilà, pour raconter la petite anecdote. Et comme j'étais en contact avec l'université Paris 6, qui elle-même était en contact avec l'université de Béjaïa en Algérie, c'est comme ça que c'est revenu jusqu'à nous. Voilà. Donc sur cette idée, on est parti pour la tester cette plante, faire un extrait basique à l'époque, et de manière à tester son efficacité anti-tarte, quoi. Voilà. Ce qui a... Et vous direz pas le nom de la plante. C'est pour ça que j'ai un peu... Et donc c'est est-ce qu'on peut parler d'une tisane ? Est-ce qu'on peut en dire un peu plus sur justement vous allez reproduire cette plante ? Ouais, donc une fois qu'on a trouvé une plante qui est capable de fournir des propriétés anti-tartre... Mais vous direz pas son nom, hein ? Non, bien sûr. Oh, voilà. On aura tout essayé. C'est la plante dont on ne dit pas le nom. Voilà, donc du coup, oui, j'en étais. Oui, donc c'est une plante, donc on découvre, personne n'avait fait ça avant, donc on est parti d'une terre carrément aride, quoi, où il fallait tout commencer. Donc il y avait énormément de questions à l'époque. Déjà la plante, est-ce qu'elle était cultivable ici en France ? Est-ce que la plante... il n'y avait pas des cousines. Est-ce que la plante, est-ce que le principe actif se retrouve dans les feuilles, dans la fleur, dans la tige, etc. Donc pendant toutes ces années, il a fallu qu'on regarde un petit peu où trouver cet extrait. Voilà. Est-ce que ça dépendait pas non plus du sol, etc. Donc vous voyez, comme le vin, en fonction des endroits, il n'a pas le même goût. Voilà. Donc tout ça, c'était les 10 premières années. Et donc concrètement, chez vos partenaires, ça change. C'est un nouveau paradigme quand on parle de industriel avec ce type d'innovation. Qu'est-ce que ça implique ? Peut-être que Christophe, chez Sodexo, je crois que vous êtes déjà utilisateur de ces solutions. Qu'est-ce que ça a changé ? Alors déjà, bonjour à toutes et à tous. J'ai pas grand-chose à dire de plus parce que beaucoup de choses qui ont été dites, c'est une vraie publicité pour nous parce que pour nous, l'eau, c'est comme le sang qui circule dans un corps. Hein. Si l'eau est de mauvaise qualité, comme le sang, les organes derrière peuvent en périr. Nous, en tant que mainteneurs, on agit principalement sur les installations techniques. On parle beaucoup d'industrie, mais dans un immeuble tertiaire tel que celui-ci, l'eau est utilisée non pas pour la production, mais pour le confort. Et on doit aussi être garant du bon fonctionnement des installations. Et pour cela, on a besoin d'indicateurs. Voilà, des indicateurs qui nous permettent d'avoir une maintenance préventive ou corrective. Et la qualité d'eau
est un grand indicateur pour nous parce que on parle d'entartrage, on parle de corrosion et effectivement si les installations se corrodent, on doit diminuer le cycle de vie de l'installation et la remplacer plus rapidement que ce que le constructeur le prévoit. Et là, on rentre plutôt dans une économie circulaire et autres, et des capacités d'investissement des propriétaires qui peuvent bien évidemment en découler. Et c'est assez problématique puisqu'on retrouve ça dans les niveaux de charge d'un bâtiment, comme en industrie, on retrouve, les industriels sont des centimiers, on retrouve ça dans finalement le produit fini et ce qui permet, en tout cas ce qui permettrait d'éviter l'augmentation de prix et autres. Voilà. Nous, cette solution-là, Audi-Life, on l'a testée sur, pour le moment, 2 centres commerciaux, qui sont les centres commerciaux, donc les 3 Fontaines à Cergy et le centre commercial au Paris Nord à Aulnay-sous-Bois, avec le même propriétaire, Emerson, qui est, lui, très, très friand de solutions comme ça, capables de diminuer l'impact environnemental de leur bâtiment. On l'a présenté également très récemment chez Cephal Property, qui travaille pour un grand investisseur qui s'appelle Primonial, où cette solution va très certainement être mise en œuvre dans quelques mois. Ça nous permet bien évidemment, comme le disait Jérôme tout à l'heure, d'éviter l'entartrage des installations, mais aussi de diminuer l'impact environnemental des rejets de produits, parce que effectivement on parle de consommation, mais les rejets de produits sont aussi pour nous très importants à maîtriser, puisque on peut utiliser des produits de l'industrie, bien évidemment, mais les produits d'industrie, ce sont des produits plutôt issus de l'industrie pétrochimique, produits qui ne sont pas forcément fabriqués en France, qui viennent de l'étranger, qui le cycle complet du produit fait que, une fois qu'on l'a dans le bidon, on s'en aperçoit pas, mais ça a déjà probablement traversé la planète. Et on le retrouve ça dans les égouts, on retrouve ça après dans les fleuves, dans les rivières et dans nos nappes phréatiques. Voilà. Moi, l'idée m'a véritablement convaincu. J'ai découvert ce produit il y a quelques temps. J'ai décidé de l'utiliser sur 2 immeubles. On l'a proposé à nos clients. On parlera peut-être un peu de prix tout à l'heure, mais le client, quand bien même il était favorable à diminuer son empreinte environnementale, a décidé pas forcément investir, mais j'ai fait le choix. Voilà, j'ai fait ce choix directement. Quand bien même la rentabilité de mon contrat baisse un tout petit peu, mais finalement... so what, quoi. Voilà, c'est pas bien grave. C'est pas bien grave. Donc on a décidé de le mettre sur un autre immeuble parisien, et puis on va le mettre en œuvre à partir du 1er janvier sur un autre immeuble également pour le compte de Primonial. Voilà. Est-ce qu'on peut, Fabrice, quantifier un peu par rapport aux produits qui existent aujourd'hui sur le marché? On parlait des produits issus de la pétrochimie notamment. L'impact d'Audi-Life par rapport à des produits qui existent aujourd'hui, est-ce que ça c'est quantifiable? Oui, il y a des logiciels qui sont mis, des normes, derrière, avec des logiciels derrière qui permettent de calculer ce qu'on appelle l'analyse du cycle de vie, c'est-à-dire de la conception au rejet, toute la vie d'une solution. Ça peut être une solution chimique, ça peut être une solution en l'occurrence verte pour nous, qui prend en compte le transport, l'engrais pour nous en ce qui nous concerne, le forage pour les industries, l'extraction minière, etc. et l'impact environnemental que ça génère derrière. Donc là, quelque part, on redonne une seconde vie au sol, c'est-à-dire qu'on utilise des plantes qui sont là naturellement, et qui sont renouvelables et qui reviennent. Donc ça fait gagner énormément de temps. Pour répondre exactement à la question, c'est pas parce que c'est vert, en effet, que c'est forcément sympathique. Voilà, d'accord. Mais là, je parle pour la consommation. Il y a des plantes qui sont nocives. Mais là, les plantes qui sont choisies, en général, elles ont un très, très, très faible impact environnemental par rapport à la pétrochimie ou les substances minérales. Oui, c'est pas la grande culture. Non, c'est pas ça. Vous labourez pas à 60 cm, mettez pas de pesticides. Voilà. Non, sinon on perd tout l'intérêt du système. Donc voilà, faut trouver une plante aussi qui soit résistante à ce qui se passe. Donc cette plante qu'on n'a pas le droit de nommer comme Voldemort, j'osais pas le dire. Elle est sous quelle forme? Elle est dans l'eau, dans un réacteur? Oui, elle est verte, je me doute. Elle est verte et puis elle pousse sur le sol. D'accord. Voilà. Après, faut pas qu'elle soit invasive. Et on a regardé tout ça. Moi, je pensais que pour planter, il suffisait de jeter des graines dans le sol et puis allons-y, quoi. Bah non, en fait, on a essuyé pas mal de plâtre entre guillemets, puisque les plantes, en fait, on apprend que dans la culture, elles marchent toujours par 2. Quand il y a le blé qui est là, quand le blé n'est pas là, c'est une autre qui prend et puis elle s'auto-protège comme ça. Donc il a fallu un petit peu, l'acclimater, on va dire, si on peut dire ça. Et en fait, elle l'évite
que le calcium se dépose, c'est ça, sur les tuyaux? Ouais, c'est-à-dire qu'on retrouve des substances à l'intérieur de cette plante qui empêchent le tartre de précipiter. Voilà. C'est-à-dire que le calcium contenu dans l'eau est en solution, et dans l'industrie, on va maltraiter cette eau, on va la chauffer, on va la concentrer, et du coup, l'eau va se rééquilibrer en jouant sur sa dose de calcium. Donc, si on chauffe, elle va diminuer sa dose de calcium. On le connaît tous chez nous avec le tartre qu'on a dans les ballons. Dans l'industrie, ça va très vite. Et l'idée, un petit peu, c'est des molécules qui maintiennent en suspension le calcium malgré qu'il devrait se déposer. Voilà. D'accord. Du coup, il ne réagit plus avec le CO2 dans l'eau, donc ça fait plus de carbonate de calcium. Voilà, c'est un empêcheur de tourner en rond. Un empêcheur de stalactite. Voilà, c'est ça. Et ça veut dire que chez Odyssée Environnement, vous avez relancé cette filière, vous cultivez cette plante chez Odyssée Environnement. Comment est-ce que... Ouais, c'est vrai qu'on a des photos de la personne qui remue le sel, comme dans la pub El Gringo, là. Je peux pas la citer. Voilà, c'est marrant. Tard. Ouais, je sais pas si. Voilà, c'est ça. On a vraiment ce contact. On est chimiste au départ, donc faut qu'on apprenne maintenant l'agronomie. Je crois que c'est ça, le végétal, quoi. Je sais pas comment on appelle toute cette culture. Hein. Voilà. Donc vous vendez des lots de plantes ou un réacteur à Sodexo. Voilà, c'est ça. Monsieur Abeg. On vend des tisanes à Sodexo. Ouais. Vous vendez des tisanes. C'est pour reprendre le terme de tout à l'heure. Le terme scientifique Voilà. de tisane. Et donc, c'est une vraie innovation en termes de produits de D-Life. Il y a d'autres systèmes aussi qui sont mis en place justement pour maîtriser au mieux cette empreinte eau dans l'industrie. Je crois, Jérôme, il y a des outils de monitoring que vous mettez en place aussi chez vos partenaires. Oui. Donc, juste pour préciser, donc la plante, la tisane marche aussi bien, peut-être même mieux que les produits issus de la pétrochimie ou de l'extraction, les phosphates et les polyacrylates, se met au même dosage. Le prix, on en parlera tout à l'heure, mais c'est un tout petit peu plus cher, mais voilà, c'est le prix facial est un peu plus cher, mais on parlera un petit peu de tout ça. Et oui, donc on a bien vu qu'on proposait de la performance à nos clients. Et quelque part, on propose une promesse d'économie d'eau, une promesse d'économie d'énergie, une promesse d'économie de pollution, d'utilisation, de maintenance, de moins de maintenance. Et on essaye avec des outils numériques, donc des outils numériques qui sont ce qui s'appelle Olympus et Odyssecure, qui nous permettent sur le terrain et à distance de valider ses promesses. Donc on travaille beaucoup sur des jumeaux numériques, sur des validations, sur des algorithmes qui vont nous permettre, et on est en plein développement actuellement avec des partenaires aussi qui nous aident aussi à savoir comment on va définir alors l'économie d'eau, c'est simple, hein. On regarde combien on consommait avant, combien on consommait après. On voit bien qu'avec un compteur c'est simple. Il y a des choses qui sont beaucoup plus complexes à faire, donc on a des algorithmes qui vont nous permettre de savoir une installation, c'est pour ça les jumeaux numériques, une installation, comment elle fonctionne bien et comment elle fonctionne mieux. Donc savoir comment on va faire pour la faire consommer mieux, fonctionner mieux, et à quel pourcentage on est de ce Graal de la bonne performance. Et il y a des choses aussi qui sont un peu plus compliquées, c'est ce que disait Christophe tout à l'heure, le confort. Est-ce que quelqu'un est confortable ? C'est dur le confort, parce que dans une pièce, par exemple, il y en a qui sont confortables à 20 degrés, d'autres à 22 degrés. Qu'est-ce que le confort ? Donc ces nouveaux systèmes de détection et de contrôle de notre promesse sont les grandes choses que l'on développe aussi actuellement. Donc un produit vert avec derrière, c'est pas parce qu'un produit est vert qu'il faut en mettre des doses importantes. Donc il faut qu'on le dose aussi au juste ce qu'il faut. Comment on le dose, comment on le mesure, et ça on arrive encore. Donc on est les premiers, j'allais dire au monde aussi. Une deuxième innovation où on arrive à calculer en permanence combien vous avez de résiduels de produits verts non mesurables dans l'eau. Donc c'est beau. On a 500 sites actuellement qui sont monitorés en France, qui nous permettent d'avoir des retours d'expérience, des retours de data, et avec des partenaires, ils nous donnent aussi, ils nous challengent aussi sur telle ou telle performance qu'ils veulent mesurer. Performance, c'est vraiment un terme vraiment générique, mais il y a beaucoup de choses qui se cachent derrière.
Et tous les industriels que vous accompagnez vont passer sur ces solutions Audi Life. C'est pour introduire la notion de prix et de. Alors le prix, on n'en parle jamais au début, on en parle à la fin. C'est exactement ça qu'il faut faire. Alors oui, la grosse problématique, c'est alors Christophe est un bon exemple, mais on a aussi des mauvais exemples. Derrière toutes ces performances-là, si on veut progresser, si on veut faire avancer le schmilblick, si on veut moins consommer d'énergie, etc., il ne faut pas s'arrêter à la valeur faciale de ce que proposent les traiteurs d'eau. Alors nous, on travaille aussi avec des clients qui ne veulent que le prix. Voilà, j'ai dit le mot, le prix. Donc bien sûr, on leur dit ce serait peut-être intéressant de voir ce qu'il y a derrière le prix. Qu'est-ce que vous entendez par le prix? Est-ce que c'est le prix au kilo? Est-ce que c'est le prix... alors j'ai annoncé ça. Donc nous, on est toujours confrontés à je veux 20 kilos de produit. Donc le produit vaut 5 euros le kilo et on se compare toujours avec ça. Si vous vous comparez juste sur le prix, vous ne pouvez pas proposer éventuellement des produits plus vertueux, des produits qui ont des externalités positives, qui vont vous permettre d'économiser de l'eau, des produits à forte valeur ajoutée. Et on se rend compte, donc, quand on fait enfin, Marc pourrait en parler tout à l'heure, et je pense qu'on lui donnera un petit peu la parole, on arrive à se développer sur des plans de performance partagés, ou ce genre de système qui implique et le traiteur d'eau, nous, notre promesse, la garantie de notre promesse, et on garantit nos promesses, et l'industriel derrière. C'est-à-dire que chez l'industriel, on va garantir la performance qu'on va lui amener. Alors c'est un autre système, c'est un autre modèle économique. On voit bien que on transfère un petit peu ce prix au kilo sur du prix de la performance. Quelle prix donner à du confort? Et là, on arrive à une autre sorte de prix. Ça veut dire que pour revenir sur la thématique de la table ronde, face à ces nouvelles urgences, ce sont des tout nouveaux modèles que vous mettez en place chez vous, mais ça implique aussi des modèles en termes, j'imagine, d'organisation, de structure, pour pouvoir mettre en place notamment ces plans de performance. Alors, ces plans de performance, oui, tout est modifié. Donc, déjà, le produit, on passe d'un produit pétrosourcé à un produit vert. On passe à une offre une contractualisation avec nos clients, non plus avec un prix au kilo, mais avec un prix de la performance. Je ne sais pas si je peux dire ça, mais qui englobe pas mal de choses et qui peut faire, in fine, et qui fait, in fine, gagner beaucoup d'argent à tout le monde. Il y a toute une partie servicielle également, c'est-à-dire que nos clients nous demandent de plus en plus de les accompagner aussi sur, non pas seulement vendre le produit, mais les accompagner sur les analyses, etc., sur la digitalisation, sur la numérisation, c'est-à-dire le contrôle de la performance. Et puis, c'est un changement également, nous, en interne, parce que les vendeurs de produits chimiques, c'est un détail, mais c'est important, les vendeurs de produits chimiques sont payés en fonction du nombre de produits qu'ils vendent. Et c'est là, je pense, que le plus important, c'est-à-dire que si on veut faire une révolution énergétique, chimique, etc., c'est de pas vendre plus de produits chimiques, mais c'est de vendre mieux des produits chimiques. Donc nous, on a une société qui se développe, une société commerciale, on va dire. On augmente notre chiffre d'affaires de entre 5 et 10% tous les ans. On a une bonne rentabilité, mais on augmente notre chiffre d'affaires sans augmenter la production de produits chimiques. Donc, ce qui montre bien qu'on fait de la croissance en faisant de la décroissance. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ça qui est important, c'est ça qui est intéressant, parce que nous aussi, comme Christophe, on veut travailler sur notre bilan carbone. On veut, donc, en faisant un produit, l'Audi Life, qui est 85% moins impactant en bilan carbone que l'intrant pétrosourcé ou qui vient des carrières du Maroc, ça nous allège aussi notre bilan carbone. Je pense que nous, il faut qu'on travaille notre bilan carbone, il faut qu'on en fasse profiter aussi nos clients et qu'on travaille tous ensemble sur cette économie de la performance qui nous fait faire plus de chiffre d'affaires, moins de consommation de produits et c'est un cercle vertueux, si vous voulez. Et vous posez une bonne question, en fait, vous mettez le doigt sans le savoir sur le nœud gordien de la gestion de l'eau en France. L'eau, les investissements dont vous avez peut-être bénéficié de l'agence de l'eau proviennent des taxes, des redevances qui sont prélevées sur les factures d'eau. Il y en a une sur la quantité
prélevée et une sur la pollution. Et le système finira et commence déjà à toucher à ses limites à mesure que les quantités d'eau baissent, utilisées, parce on a un système plus efficace et parce que la pollution diminue. Et aujourd'hui, les agences de l'eau se retrouvent en situation financière compliquée, alors pour plein de raisons, ne serait-ce que parce qu'on les oblige à financer l'Office français pour la biodiversité, mais aussi parce que dans les endroits, les régions, les pays vertueux, le montant des redevances baisse. Et donc les agences se retrouvent avec un budget à investir qui est plus faible que ce qu'elles imaginaient. Et donc une des solutions serait, comme vous le dites, d'avoir un système calqué sur celui des certificats économie d'énergie, qui sont une façon de faire de la croissance avec de la décroissance. Système des certificats économie d'énergie. Alors ça paraît très complexe, mais en fait c'est sur ce système que sont adossées les aides déversées par France Rénov pour la rénovation énergétique. C'est-à-dire on vous rémunère, vous utilisateurs, si vous faites la démonstration que vous avez économisé l'énergie. On peut tout à fait imaginer ça à propos de l'eau. Alors ça existe les C2E sur des chaudières vapeur, sur les choses comme ça. Par contre, alors ce qui est comme un peu précurseur là-dessus, l'utilisation de produits vertueux déjà n'est pas dans les radars de l'agence de l'eau, ce que je trouve un peu dommage. C'est-à-dire que quand on dit à l'agence de l'eau, je vais utiliser un produit vertueux versus je vais utiliser un produit issu de la pétrochimie, etc., ils n'en prennent pas compte actuellement. Et c'est très dommageable parce qu'on pense que c'est mieux de ne pas polluer plutôt que de polluer et d'ôter la pollution derrière. Les agences de l'eau sont terrifiées par l'arrivée des nanoparticules et des micropolluants, notamment, contrairement à ce qu'on peut penser. Alors il y a toujours les pesticides en tête, mais derrière c'est les médicaments, notamment en chimiothérapie, et tout ce qui est cosmétique. En gros, c'est tout ce qui passe dans les urines. C'est 1% des volumes traités par les stations d'épuration qui contiennent 65% des molécules problématiques, celles qui coûtent une fortune à traiter par les stations d'épuration, qui ont obligé d'avoir des réacteurs à ozonification pour s'en débarrasser. Oui, à un moment ou un autre, ça devra changer. Effectivement, une molécule verte, si tant est que ce qu'elle devient dans l'eau après biodégradation est moins toxique, enfin, est pas toxique du tout, parce que parce que ça peut arriver. On a des molécules qui semblent anodines et dont la dégradation génère des molécules qui sont pires que tout. Mais a priori, là, c'est pas le problème. Mais effectivement, vous voyez, sans le savoir, on vient d'aborder plein de sujets. La politique de l'eau, le prix de l'eau, comment on le fixe, l'avenir de cette politique de l'eau, et puis la base même de la qualité de l'eau. Aujourd'hui, il y a 500 molécules à vérifier. Quand on est un maire qui est responsable de la qualité de l'eau diffusée aux administrés, il y a 500 molécules normalement à vérifier. Et plus ce nombre de molécules augmente, plus le coût de l'eau augmente, et il explose au regard du nombre d'habitants, c'est-à-dire qu'il explose beaucoup plus pour les communes rurales que pour les communes denses, comme ici à Paris. Et donc oui, la bonne idée, c'est de polluer le moins possible. Et c'est d'ailleurs en amont, et c'est d'ailleurs finalement l'objet même de la plupart des subventions des agences de l'eau qui financent aujourd'hui, par exemple, la préservation des aires de captage en aidant les agriculteurs à se maintenir en prairie, par exemple, pour éviter que les molécules soient émises et pour faire en sorte qu'elles soient épurées naturellement par les sols. Donc, oui, vous êtes dans l'air du temps, plus que ça même. C'était presque le mot de la conclusion. Il ne nous reste plus beaucoup de temps, donc je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui... si Christophe voulait rajouter un mot, on peut peut-être refaire un petit tour de conclusion, petit mot rapide, puis après on ouvrira aux questions si voilà, chez Sodexo, petit mot de la fin pour dire comment... le mot de la fin, je n'aurai peut-être pas la conclusion, mais effectivement pour nous, comme je disais tout à l'heure, le maintien de la qualité de l'eau, c'est aussi le maintien des installations. On parle d'économie, on parle de pollution, et dans notre économie, on ne maîtrise pas le coût de la dépollution, et je trouve que c'est très important à prendre dans un cycle complet de l'installation, dans le cycle de vie d'une installation. Moi, je suis vraiment ravi d'avoir Odyssée comme partenaire, parce que ça dure déjà depuis un petit moment. Voilà. Donc, et je trouve les solutions tout à fait innovantes. Le prix, on en parle brièvement, mais effectivement, quand bien même ça coûte un petit peu plus cher, regardons finalement le cycle complet.
Et puis c'est pas limite. Faisons un choix de solution plutôt qu'un choix de prix, parce qu'on peut très bien faire demain comparer Odyssée le prix d'un produit de la pétrochimie avec d'autres concurrents. Effectivement, on va parler de 5 € d'écart, mais enfin, attends, 5 €, c'est pas bien grave, puisque derrière, nous avons quand même beaucoup de bénéfices liés à la pollution des nappes et autres, et les 5 €, on les retrouve largement. Voilà. Merci. Jérôme, un petit mot. Oui, je crois que ce qu'on a essayé de faire passer comme message, c'est cette vente de la performance va nous faire gagner, va nous rendre plus souples vis-à-vis des crises qu'on traverse actuellement. Je crois qu'on a 6 crises actuellement en même temps. La crise de l'eau, du recrutement, de la pollution, des guerres. Il y a pas mal de choses. Je vais pas vous les faire. Le Covid qui a l'air de repartir un petit peu. L'inflation surtout, qui nous crée. Donc c'est important alors je vais faire du cocorico, de refabriquer en France un petit peu nos produits. Donc là, c'est un produit qui est 100% vert, qui est fabriqué en France, qui est développé en France, qu'on espère vendre partout dans le monde. Le fait de vendre ça aussi avec la performance permet aussi de faire des économies quelque part. C'est que si on fait de la co-construction avec nos clients, et c'est ce qu'on essaie de faire. Alors c'est un peu long, c'est compliqué parce qu'il faut mettre tout sur la table et regarder. Enfin, avec Christophe, on en parlait. Est-ce que l'installation marche mieux avec le produit ou sans le produit? Enfin, avec ce nouveau produit, est-ce qu'on en tartre moins? Si on en tartre moins, combien ça vaut? Donc là, on arrive à quelque chose de valeur qu'on doit transformer en prix. C'est pas évident. C'est-à-dire qu'il y a quand même une certaine confiance qui doit se créer entre le client et le fournisseur, la coopération, pour se dire franchement combien ça vaut de plus protéger une installation, d'avoir une meilleure protection, d'avoir un meilleur confort. Parce que ce prix-là, qui est vraiment le vrai prix, on le mesure jamais. Et ça, c'est important à le mesurer. C'est important. C'est un travail qu'il y a à faire avec nos clients. Et c'est un travail que l'on doit faire. Donc aujourd'hui, je pense que on a parlé de l'Audi-Life, on a aussi d'autres produits qui filment les installations d'anti-corrosion vertueux, etc. Je pense que c'est le changement de paradigme qu'on essaye de faire également. Alors on change beaucoup de choses, le produit, on passe au vert, on passe au vertueux, on passe avec la performance, on va vous faire gagner de l'énergie, du CO2, de l'eau. Ça paraît magique, mais on le garantit avec la digitalisation et tout le monde est gagnant-gagnant. Et je vous assure que sur les industriels qui se laissent aller, qui rentrent dans ce cercle vertueux, je pense que c'est vraiment quelque chose de gagnant-gagnant. Et on arrive à faire des économies. Marc en parlera tout à l'heure. Il faut absolument qu'il prenne la parole là-dessus. Sur des plans de performance où le prix du traitement d'eau, donc ce qui coûte quelque part, ce qui coûte un petit peu plus cher, quand on met tout bout à bout, ça coûte nettement moins cher. Et pour le porte-monnaie et pour la planète. Fabrice, et on finira avec Frédéric. Je sais que moi, ce que je réalise, c'est qu'on est au début par rapport à cette anti-tartre. C'est que le début de ce que les plantes peuvent nous donner. Elles vont donner encore beaucoup de choses. Il faut juste du temps. Faut un petit soutien aussi réglementaire parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est dans la chimie et la chimie ne connaît pas le naturel. Donc, on est un petit peu confronté aussi. Il y a un trou dans la raquette au niveau réglementaire. Pour passer ces produits-là, on n'a pas le droit de mettre du jus d'orange dans une installation, par exemple, parce que c'est pas de la chimie. Voilà. Donc, faut avoir un petit peu le soutien aussi des autorités. Et puis, en attendant, c'est que le début. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'anti-tartre qu'on a fait là n'est que le début de ce que les plantes peuvent donner. Voilà. Merci. Frédéric? Oui, c'est de la chimie verte. Non, en fait, vous illustrez un principe qui, dans la loi depuis 1976, c'est éviter. Vous savez, la fameuse séquence ERC, éviter, réduire, compenser, qu'on a fait semblant de redécouvrir lors de la loi de reconquête sur la biodiversité de 2016. En fait, elle existait déjà dans la loi de 76. Enfin, le E et le R. On a rajouté le C simplement parce que les pouvoirs publics ont constaté que le E et le R n'étaient pas utilisés par tout à chacun, et notamment dans le monde de l'entreprise. Là, ce que vous faites, c'est illustrer ça. Vous évitez et vous réduisez, et donc vous n'avez pas besoin de compenser d'une façon ou d'une autre, et donc l'agence de l'eau n'aura pas besoin de compenser d'une façon ou d'une autre en subventionnant une unité in fine de dépollution. Donc en fait, tout le monde y gagne, sauf que, encore une fois, ça remet en cause le modèle économique actuel du pollueur-payeur ou du préleveur-payeur.
Donc c'est exactement comme pour les déchets. Une commune qui a signé un contrat un contrat avec un géant du déchet pour un volume à incinérer, à un moment ou un autre, il se retrouve coincé dans sa politique de tri des déchets, de réduction des déchets à la source. Là, c'est intéressant ce qui se passe. À mesure que des entreprises comme la vôtre sont vertueuses, c'est le modèle économique de l'eau qui soutient lui-même ces entreprises vertueuses qui va toucher au bout de ce qu'il peut faire. En tout cas, moi, ce que je constate depuis une dizaine d'années, et surtout depuis la crise de 2008, qui a provoqué beaucoup de choses, qui a provoqué une espèce de repli sur soi vertueux des collectivités, des entreprises, qui, voyant que l'État n'était plus vraiment là, se sont rendus compte qu'elles pouvaient travailler elles-mêmes, entre elles, au sein d'un territoire. C'est que voilà, les solutions sont déjà là, en fait. Enfin, moi, c'est ce que je montre en permanence, c'est ce que j'essaye de montrer. C'est, voilà, l'État, il fait mal les choses, peut-être, d'accord. L'Europe, c'est pas bien, peut-être, d'accord. La transition énergétique, c'est une blague à l'échelle de l'État parce que personne n'en veut. Ça fait 30 ans qu'on rigole avec ça. Mais finalement, la transition, elle se fait. Moi, je le vois. Et je dis pas ça parce que vous êtes là. Je la vois au quotidien. Et entreprises, associations, agriculteurs, peu importe, citoyens. La France, elle avance par la base. Tout doucement. C'est en train de remonter, tout doucement. Ce que, ici, à Paris, et parfois mes chers confrères ne veulent pas voir. Donc, bravo. Merci beaucoup. Merci à tous les quatre. Est-ce qu'il y a des questions? Je voulais savoir, peut-être une question pour Frédéric, sur cette problématique de la qualité de l'eau. Comment vous jugez l'action des grandes entreprises comme Veolia, Suez, Accor? Elles font le boulot. Pour un tarif souvent démesuré, elles font le boulot. La qualité de l'eau en France, elle est... on peut... il se trouve, moi j'ai fait ça en fait pendant ma dernière année d'études. J'ai fait des analyses d'eau pour l'agence de l'eau. Et plus on cherche, plus on trouve. Et à mesure que les moyens de mesure augmentent en qualité, on trouve des choses à des doses de plus en plus faibles. Ce qui permet de dire qu'aujourd'hui, 22% des Français boivent une eau qui n'est pas conforme à la norme. Et puis, mais si demain, les moyens de métrologie augmentent encore en finesse, ce sera peut-être pas 22, ce sera 30%. Ce que je veux dire par là, c'est que l'eau est de bonne qualité en France, surtout quand on compare aux autres pays du monde. Alors certes, il y a des endroits, en Bretagne, où mieux vaut boire de l'eau minérale. Mais globalement, l'eau en France ne rend pas malade. Après, c'est la question du long terme, de tous les micropolluants qu'on y trouve, en sachant que l'eau minérale, qui semble exempte de toute trace de pollution, elle est juste bourrée de nanoparticules de plastique. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. En tout cas, le boulot, il est fait. Alors, sachez qu'il y a quand même 40% des eaux distribuées en France qui sont sous régime municipal. Donc, il n'y a que, entre guillemets, 60% du privé qui potabilise l'eau, alors qu'on s'imagine volontiers que le privé a privatisé toute l'eau distribuée. Le problème, c'est que c'est souvent un coût démesuré et que le privé n'est pas allé jusqu'au bout. Les Veolia et autres sont aussi responsables du non-entretien des réseaux d'eau en ville qui sont fuyards. Et ils sont mis de côté beaucoup d'argent pour un travail qu'ils n'ont pas tout à fait effectué. Ça vous va ou... Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci. Martine Lebec pour H2O. Je regardais quand même parce que les calculs rénaux, je connais. Alors, il y a les orties, il y a le persil, il y a le pissenlit. Et je vais vous dire quand même, il y a la sabline rouge ou ça s'appelle, ou spergulaire rouge qui est cultivée au Maghreb. Que vous pouvez certainement cultiver dans le sud de la France, je sais pas. Mais ma question intérieure, c'est juste une question parce que je connais pas tellement le secteur de l'industrie. Je connais plus la production d'hydroélectricité ou des choses comme ça. Est-ce que vous sentez que les gens ont parlé de la reuse tout à l'heure ou de la reuse? Est-ce que vous sentez que dans l'industrie, ce circulaire, cette utilisation de réutiliser l'eau fait son chemin, ou pour l'instant, il va falloir un peu comme vous que les agences de l'eau poussent un peu pour que on change de comportement? Alors oui, le reuse a le vent en poupe, sauf que on veut faire du reuse, par exemple, en sortie de station d'épuration.
C'est très compliqué. C'est pas au point. Ça demande beaucoup d'énergie parce que la qualité d'eau de station d'épuration est changeante. Et vous avez des problèmes on ne sait jamais qu'est-ce que vous avez dans votre eau. Vous avez des problèmes aussi de colmatage des membranes. Enfin, c'est toutes des techniques membranaires. Ça se fait, si vous voulez. Mais notre discours, c'est de se dire, déjà, essayons de réduire la quantité d'eau qui rentre dans la station d'épuration, et après, on s'occupera du reuse. Alors, une problématique, c'est que actuellement, il y a pas mal d'investissements où les agences de l'eau donnent de l'argent pour faire du reuse sortie de station d'épuration. Donc tout le monde se casse un petit peu les dents là-dessus, ça c'est la réalité des choses, sur ce reuse, en pensant qu'en mettant un petit peu d'argent, on va réussir à faire de l'eau propre en sortie de station d'épuration. Moi, je parlais au sein d'une industrie, que quand elle utilise de l'eau, elle voit quelle quantité d'eau elle peut réutiliser dans ses process, après un traitement interne. Alors, oui, donc le but, c'est plutôt de faire l'utilisation d'eau à l'intérieur de son process et rejeter le moins d'eau possible, plutôt que de ne pas jouer sur cette partie-là process, de rejeter de l'eau et de la réinjecter en tête. Alors oui, ça se fait, mais c'est beaucoup plus simple membranairement et beaucoup plus efficient de prévenir que de guérir. Et notre système nous permet d'économiser de l'eau en tête des installations industrielles, avec un produit peu impactant pour pouvoir rejeter éventuellement dans le milieu naturel. Mais on peut faire aussi, et en plus avec ce système-là, vous avez un produit qui peut être réusé plus facilement. Réutilisé. Mais oui, le reuse, elle va en poupe, mais un peu trop à mon avis. Parce que vaut mieux prévenir que guérir. Et c'est beaucoup plus simple, par exemple, d'osmoser une eau de ville qu'une eau de station d'épuration, je vous assure. Alors le collègue est parti, mais le reuse, il est brandi en étendard par les géants de l'eau parce que c'est un nouveau marché pour eux. On réutilise que 1% des eaux usées en France. L'Italie, c'est 13, l'Espagne, 18, Israël, 75, la Namibie, 90. Bah, comme ça, vu le nez. Oui, c'est un nouveau marché pour elle, et c'est un nouveau marché parce que ne serait-ce ça obligerait à réutiliser des tuyaux, à créer un nouveau système. Sauf qu'il ne faut jamais oublier que dans le cycle de l'eau doit revenir au milieu naturel. Et donc, il y aura un seuil au-delà duquel réutiliser des eaux pourrait être préjudiciable au milieu naturel parce qu'il n'y aurait plus suffisamment d'eau qui y retourne. Donc, vous voyez, rien n'est simple. Et le reuse peut se faire aussi plus près de la mer, parce que de mémoire, je crois que la Seine, il y a un tiers de l'eau de la Seine qui est de l'eau de station d'épuration, sortie de station d'épuration. Donc si on reuse toutes les sorties de station d'épuration, vous aurez un tiers de moins d'eau dans la Seine, ce qui peut poser aussi des problèmes. Par contre, c'est pas en paniste, on pourrait très bien avoir des utilités dans les usines qui seraient rejetées pour le process dans les usines. Donc pas au niveau des stations d'épuration, mais plus au sein d'un site. Oui, tout à fait. Oui, je suis pas contre le reuse. Mais vaut mieux déjà s'occuper d'économiser de l'eau et ensuite avec des produits verts qui favorisent le reuse derrière et l'utilisation de techniques membranaires. Alors, Cindy Joséphine, Sodexo, j'ai une question vraiment très technique. Par rapport à vos solutions, là on a une solution qui est hyper intéressante pour empêcher l'entartrage, mais maintenant est-ce que vous avez des solutions pour empêcher les fuites, puisqu'on a beaucoup parlé de corrosion, et donc c'est quand même un sujet qui est quand même prédominant pour éviter des consommations d'eau. C'est vrai qu'en cherchant cet antitartre, ses cousins, ses cousines, etc., on a testé plus de 100 plantes. Parmi ces 100 plantes, en effet, il y en avait qui montraient on teste simultanément nous l'entartrage, la corrosion et le biofilm, par molécule, par solution. Et en effet, aussi, ces dernières années, on s'est vraiment orienté sur l'entartrage. On a on a 2 tiroirs qu'il faut retravailler par rapport à cet inhibiteur de corrosion et par rapport à cet empêcheur de biofilm, quelque part, naturel. Voilà. Donc, il y a ça dans les tiroirs. Mais bon, là, l'objectif, c'était vraiment de sortir un antitartre. Merci. Oui, l'anticorrosion qu'on a actuellement, qui est filmogène, est encore issu de l'industrie chimique. Mais par rapport au traitement traditionnel, c'est encore une autre évaluation, ça permet d'utiliser beaucoup moins de produits chimiques également. Donc en plus, il est biodégradable, etc. Mais il n'est pas vert.
c'est pas les idées qui manquent, hein, avec ce qu'on a vu sur ces différents tests. Il a fallu se raisonner. Je ne suis pas vraiment spécialiste sur ces traitements industriels, mais vous parlez toujours de produits de la pétrochimie et de votre produit. D'ailleurs, il y a quelque temps, je crois que j'en ai parlé sur H2O, il y a déjà un moment de Odyssey Life. Il y a aussi les technologies membranaires. Est-ce que ça peut pas, qui sont donc des procédés d'investissement, toutes ces technologies membranaires pour faire une eau adaptée à certains process industriels? Oui, on a un gros marché aussi sur les techniques membranaires, parce que dans les techniques membranaires, vous avez aussi, alors ça s'appelle pas de tartrage, ça s'appelle c'est pas des produits anti-tarte, c'est des produits anti-scalants. Ce qui veut dire la même chose. Anti-dépôt. Mais c'est un terme qui est utilisé dans le domaine des fabricants de membranes. C'est-à-dire que quand vous faites du dessalement d'eau de mer, vous avez à avoir aussi les sels de l'eau de mer qui risquent de précipiter sur votre membrane et qui risquent d'entartrer de se déposer sur les membranes. Donc il y a aussi un gros enjeu sur ces produits qui peuvent être utilisés sur la technique membranaire, l'Odylife y compris, parce que l'eau que vous dessalez, alors dans tous les pays qui font du dessalement d'eau de mer, le concentrat va se retrouver dans la mer. Donc il y a des grands tuyaux qui vont rejeter ça à quelques kilomètres, même pas. Ce qu'on sait, on a eu un client qui a fait des tests sur l'étang de Thau, parce que justement il utilisait des produits. Alors il faut savoir aussi que dans l'eau de mer, personne s'en occupe. Enfin, on n'a fait aucun test sur l'impact des produits chimiques qui se retrouvent dans la mer. C'est bizarre, mais c'est comme ça. C'est que tout le monde va dans la mer et on se dit la mer va absorber, etc. On a fait des tests sur des bébés huîtres. Notre produit à 100 ppm, il n'y a aucun problème sur les bébés huîtres. Les produits pétrosourcés qui sont utilisés en équivalence sur notre produit pour les techniques membranaires, à 10%, vous avez déjà la moitié des bébés huîtres qui sont sur le dos. Je ne sais pas si ça sont sur le dos, mais enfin, qui ne sont pas dans très bon emploi. Et donc, vous voyez que ce grand marché-là, c'est aussi important aussi de savoir ce que va donner les produits chimiques que l'on va retrouver dans la mer. Donc, c'est un énorme marché aussi pour l'Odylife. Voilà, on attend les gens qui veulent bien nous faire confiance pour tester les produits. Ça marche très, très bien. Hein. C'est intéressant ce que vous dites. Encore une fois, ça amène à autre chose. La gestion de l'eau en France qui globalement fonctionne bien, s'arrête au littoral. Pouf, ça s'arrête au littoral. Et souvent, le meilleur indicateur d'un défaut dans cette gestion de l'eau, c'est quand les parcs à huîtres ne fournissent plus parce que les huîtres ne se reproduisent plus parce que leur coquille se fait mal, ou c'est les parcs à moules. Et là, en fait, il n'y a pas de dialogue possible. Administrativement, un ostréiculteur ne pourra jamais accuser quelqu'un sur Terre d'être à l'origine d'eux, parce qu'administrativement, la gestion de l'eau s'arrête au littoral. C'est que par la bonne volonté. J'ai un exemple d'une Comcom, Cap Atlantique, là, du côté c'est au-dessus de la Turballe, où on a mis en permanence autour d'une table les gens de la mer et les gens de l'eau douce pour résoudre un problème lié à un défaut de dimensionnement des stations d'épuration. C'est un vrai souci, ça. L'eau douce et l'eau de mer ne discutent pas en France. Non, juste une chose, j'ai l'esprit d'escalier pour en immersion. Là, j'avais envoyé une équipe filmer une start-up dont j'ai oublié le nom, évidemment, à Toulouse, qui, a priori, a trouvé le système qui évite à une centrale d'épuration d'investir des centaines de millions sur un bassin particulier à ozonification pour détruire les micropolluants à partir. Alors, c'est des cylindres constitués de disques en céramique nano-troués, donc pour nanofiltrer, qui tournent, etc. C'est un système très complexe, mais qui tient dans l'équivalent d'un container, qui vaut une fortune, financé par l'agence de l'eau. Donc voilà, des solutions, on en a, mais encore une fois, ce que ces disques auront récupéré, auront filtré en termes de pollution, qu'est-ce qu'on va en faire ? C'est tout le problème, par exemple, des scrubbers, là, des filtres anti-pollution sur les cheminées des bateaux. Il fut un temps, pas si lointain, où des compagnies achetaient des bateaux équipés de ces scrubbers. Donc, la pollution en microparticules était limitée, sauf que derrière, les filtres, on les jetait derrière le port de Marseille sur une décharge non contrôlée. Donc, qu'est-ce qu'on fait, in fine, des polluants qu'on a récupérés ? Il n'y a pas toujours la filière, pardon. Non, vous vouliez parler. Oui, juste pour dire, la pollution des produits qui sont utilisés sur les techniques membranaires et qui sont aussi vus par les agences de l'eau sont juste vus via le prisme de la fiche de sécurité. Ce qui est complètement
anachronique parce que la fiche de sécurité ne recense que les polluants, les substances dangereuses. Il y en a 26, dont les produits, on ne connaît même pas. Ça fait longtemps qu'elles ne sont plus utilisées. Et donc la pollution est basée là-dessus, alors que maintenant il y a beaucoup d'autres polluants. Et c'est que si on veut quelque part imposer l'Audi-Life versus un produit pétro-sourcé, il faut aller un petit peu plus loin dans la recherche de la pollution. Et la pollution qui tue. Voilà. Oui, merci. Moi, j'ai juste, à la fois une remarque et une question. C'est intéressant parce qu'on voit qu'il y a une innovation technologique importante. Mais donc ça va être ma question. Mais il me semble c'est adossé une deuxième innovation. C'est le fait que Odyssée Environnement cherche à faire évoluer ses relations commerciales, on dirait son modèle économique, son mode de contractualisation, parce que ce qui bloquait ces deux aspects, c'est déjà être capable d'inventer la tisane, mais aussi d'être capable, et là il y a une vraie innovation, d'être capable de rentrer en dialogue avec des clients pour qu'ils changent la manière dont penser l'usage du produit et le rapport au prix et à la valeur. Et cette innovation-là, elle n'est pas si facile à copier en réalité, parce qu'elle s'adosse sur une intention stratégique de l'entreprise. C'est-à-dire ce que tu as dit, Jérôme, c'est pas vendre plus de produits, c'est rediscuter de la valeur, qui permet bien sûr à Odyssée de gagner de l'argent, mais c'est pas l'objectif premier. L'objectif premier, c'est de réinterroger la valeur pour pouvoir discuter différemment avec des industriels qui, eux, le prix des produits dans l'ensemble des dépenses peut être complètement epsilon, donc ils ont une intention stratégique parfois très faible, et de remettre de l'intention stratégique en discutant de l'usage de l'eau, des impacts que ça peut avoir. C'est toute cette innovation-là qui permet à ce moment-là de faire qu'il y a un mouvement pour absorber et prendre accepter des produits qui par ailleurs sont extrêmement innovants. Donc je sais pas, Jérôme, si tu veux dire un mot là-dessus, mais ce que tu as appelé sur la performance, c'est-à-dire qu'il y a bien une double innovation. Il y a une innovation technique et une innovation dans ce qu'on appelle le modèle économique, dans la manière de travailler avec ses clients. Je pense que Marc, c'est le moment d'en parler. Non, mais on m'entend, oui. Effectivement, ce qui est dit là, c'est le gros du morceau, hein, puisque je pense que toutes les directions de quelques groupes industriels ou grands tertiaires que ce soit sont toutes d'accord sur les valeurs qu'on a évoquées et que Christophe a bien relayé au niveau de Sodexo. Enfin, il a fait plus que les relayer puisqu'il est passé à l'acte. Voilà. Le gros du boulot pour le commerce aujourd'hui, c'est ces plans de performance partagés. C'est prendre les valeurs qui sont partagées par les directions et Odyssée, et être capable de les faire, excusez-moi du jeu de mots, ruisseler sur le terrain et sur les équipes terrain. Parce que là, on est confronté à la barrière des conventions, encore, hein, la barrière du prix, la barrière de l'Excel, du prix au kilo. Donc, le gros combat commercial, c'est à la fois d'aligner nos valeurs avec les valeurs de l'entreprise avec laquelle on va échanger. Au-delà d'aligner nos valeurs, c'est peut-être de les promouvoir au-delà même des intentions de l'entreprise, c'est-à-dire de dire nous c'est comme ça. C'est ce qu'on fera probablement demain avec Odylife, c'est dire on a la technologie, on a les valeurs, il y aura plus de produits pétro-sourcés dans nos antitartres. Il y aura peut-être des produits hybrides pour les anticorrosions. Mais on va passer aussi des valeurs aux actes. Le partage de la performance, c'est le nouveau modèle, alors tu vas dire économique, moi je dirais de vente, parce que moi mon boulot c'est aussi de faire de l'argent, je suis Odyssée, hein. Voilà. Le modèle de vente, c'est aussi d'amener nos clients qui sont réfractaires, incrédules. Alors là je parle vraiment du terrain, parce qu'encore une fois, quand on parle avec les directions, quand on parle avec des gens qui décident des trajectoires des entreprises, on va dire que c'est plutôt acté. Quand on a affaire à un acheteur encore à l'ancienne, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, le plan de performance, c'est aussi de permettre finalement à une société ou à une partie de la société au niveau des opérationnels qui n'est pas encore dans ce mouvement, qui n'y croit pas, finalement de sauter le pas, de s'autoriser à aller chercher ces technologies, parce que grâce à cette partage de performance, c'est-à-dire je ne vous demande pas de l'argent dans le vide, je vous demande pas de payer pour voir, mais on va travailler ensemble pour que je ne sois rémunéré que si la performance existe.
effectivement, dans l'oreille de certains acheteurs, ça fait un écho très très positif, au-delà des problématiques d'environnement. Hein. Voilà. Mais c'est notre contribution à nous, de cet alignement des valeurs, j'allais dire presque parfois sans que nos clients s'en rendent compte. Hein, c'est notre contribution pour faire changer les choses. Voilà. Donc alignement des gammes. Et commercialement, d'un point de vue du business, on va l'appeler comme ça, des fois c'est un gros mot, mais c'est d'aller proposer à des clients des modèles économiques qui vont permettre à Odyssée de porter et d'aller jusqu'au bout de sa mission. Voilà, je sais pas si j'ai été... c'est clair ? Oui, et en tant que client que je représente, et je représente aussi les investisseurs, hein, au-delà de l'industrie, le mot-clé, c'est l'environnement, en fait, ou l'impact environnemental du produit utilisé, ou en tout cas du mode de gestion. Et l'impact environnemental, tu parlais peut-être de gros mots en termes de business, mais dans un immeuble, c'est hyper important puisque ça le valorise. Ça le valorise au travers de certifications, haute qualité environnementale, ou BREEAM, et ça le valorise aussi pour aller chercher des fonds ISR, des fonds donc d'investissement socialement responsables. Et ça valorise le patrimoine parce que pour un investisseur, un immeuble, certes, c'est de la pierre, mais c'est aussi un produit financier. Ce n'est rien d'autre que ça. Et donc, valoriser l'immeuble au travers des démarches environnementales qui vont réduire son impact eau, son impact énergie, parce qu'on parle de sobriété énergétique, mais la sobriété énergétique, c'est pas simplement couper la lumière et baisser la température l'hiver et l'augmenter l'été. C'est aussi la qualité du pilotage, c'est aussi la qualité du fonctionnement des installations techniques qui vont faire que la sobriété énergétique, on va tous l'atteindre. Voilà, c'est un petit peu la politique du colibri. Hein, chacun amène sa petite pierre à l'édifice pour que tous ensemble, on puisse réussir cette transformation et ce nouveau modèle. Voilà. Donc, je représente effectivement des sociétés de maintenance qui représentent, elles, les investisseurs qui vont, eux, aller chercher de la certification pour pouvoir remplir leur patrimoine avec des locataires qui vont être contents d'intervenir dans un immeuble qui va gérer l'énergie correctement, qui va gérer les déchets correctement, au travers de systèmes de certification, encore une fois, HQE, BREEAM, mais il y en a bien d'autres. Mais c'est ça, finalement, qu'il faut comprendre, plutôt que d'aller chercher le prix au kilo et finalement les 5 € de base dont je parlais tout à l'heure, que ça ramène 0,5, 1, 2, 3% de valorisation de patrimoine aux investisseurs. Là, c'est formidable. Les 5 €, ils sont largement investis. Mais ça nécessite vraiment un changement des mentalités. Alors, aussi bien chez nos commerciaux, nos représentants, que les acheteurs qui sont en face de nous, acheteurs au sens large. Et encore une fois, ma mission, si je peux m'en donner une dans l'entreprise Odyssée, c'est de faire acheter des acheteurs malgré eux quelque chose de durable et de moins impactant pour l'environnement. Voilà, parce que je leur ai démontré que au final, ils vont gagner et que s'ils gagnent pas, ils paieront pas plus cher qu'avant. Voilà, c'est l'enjeu. Encore une fois, l'enjeu il est là. Et il n'est pas simplement du développement commercial, mais c'est vraiment de faire passer nos valeurs au travers de ces nouvelles méthodes. Voilà. Merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de clore cette table ronde. Merci à tous. Merci. D'y avoir participé. Merci beaucoup. Et merci à vous.